Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo, gros sujet, on va parler de l'esclavage aux États-Unis. Mais pas forcément de la manière dont vous pensez. Constitution des États-Unis, Home of the Brave, Land of the Free, article 1, section 2, clause 3. Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui pourront faire partie de cette union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant un nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminé, mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, 3/5 de toutes les autres personnes. Mais c'est qui, toutes ces autres personnes dont on parle? Eh ben, ce sont les esclaves. Aujourd'hui, on va parler recensement de la population, et d'un sujet fondamental lors de la création des États-Unis d'Amérique, faut-il recenser les esclaves? Est-ce qu'ils font partie de la population américaine? Et ça implique quoi, concrètement, un recensement? C'est par en chiffres, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du compromis des 3/5. Après avoir déclaré leur indépendance le 4 juillet 1776, les tout nouveaux États-Unis d'Amérique, au nombre de 13 à l'époque, cherchent à se doter d'une constitution, un document cadre, une loi suprême, qui fixerait les valeurs, les modes de gouvernement, ainsi que les grands principes généraux d'administration de ce tout jeune pays. Un premier texte, qu'on appelle les articles de la Confédération, est rapidement écrit, mais il va pas vraiment faire l'affaire. Les anciennes colonies, nouveaux États, rechignent à appliquer les articles, notamment en ce qui concerne le versement des impôts fédéraux, l'organisation du commerce entre les États et l'acceptation des articles comme étant une loi supérieure aux lois locales. Depuis le début, les États et le gouvernement fédéral aux USA, c'est une histoire compliquée. Alors en 1787, soit 10 ans après la rédaction des articles de la Confédération, 6 ans après la fin de la guerre d'indépendance contre les Anglais, une convention est organisée à Philadelphia, Pennsylvania, terre des Sixers de Tom Hanks et de Danny DeVito, mais aussi donc de la Constitution américaine. 55 bons hommes, qu'on appellera par la suite les pères fondateurs, se réunissent dans le bâtiment de l'Independence Hall et commencent à plancher sur un document qui les satisferait tous. Ces mecs comptent parmi les dirigeants politiques les plus riches et les plus influents de leur génération. Ça fera d'ailleurs dire à Thomas Jefferson, qui était même pas présent sur le lieu à l'époque, qu'il s'agissait d'une assemblée de demi-dieux. Ces pères fondateurs commencent par fixer le mode de gouvernement dans les États-Unis, dans l'article 1 de la Constitution, à savoir qu'il s'agira d'une fédération d'États, dont les décisions politiques communes se discuteront et se voteront dans 2 assemblées, la Chambre des représentants et le Sénat. Chaque État va envoyer 2 sénateurs siéger, pas un de moins, pas un de plus, peu importe leur étendue ou leur population. Mais il est décidé qu'à la Chambre des représentants, le nombre de représentants élus serait, lui, fonction de la population de chaque État, pour assurer une représentativité, et puis pour éviter que les États les moins peuplés, généralement au nord, se fassent systématiquement bouffer par les États les plus populeux, au sud. Il est également décidé que non seulement le nombre de représentants élus sera déterminé par le nombre d'habitants de chaque État, mais que les impôts fédéraux seront calculés selon le même principe. Le problème qui va se poser dans ces États-Unis tout neufs, qui pratiquent assez libéralement l'esclavage, est le suivant. Est-ce que les esclaves doivent être comptés dans la population? Est-ce qu'ils doivent être recensés au même titre que les citoyens? Les États du Sud sont largement esclavagistes, et ils sont très très chauds pour qu'on compte les esclaves. Ça leur assurerait un poids politique plus important à la Chambre des représentants. Là où ça les fait chier, c'est que ça leur ferait une note plus salée à payer en impôts. Imaginez la situation à l'époque. Le premier recensement moderne aux USA, c'est 1790, un petit peu après l'écriture de la Constitution. On dénombrait par exemple 380 000 habitants dans le Massachusetts et 750 000 en Virginie. Problème, le Massachusetts au nord avait exactement 0 esclave dans sa population. La Virginie au sud en comptait presque 300 000. 40% de la population totale, 4 habitants sur 10 en Virginie étaient des esclaves. Tout l'enjeu de cet article 1, section 2, clause 3 de la Constitution des États-Unis sera donc de déterminer comment il convient de recenser les esclaves, notamment dans le Sud. Les États du Nord, ils avaient déjà pour la plupart aboli l'esclavage, ou ils étaient en passe de le faire lors de la Convention de Philadelphie. Les États du Sud, eux, ils avaient nullement l'intention de le faire. Leur économie,
très agricole, reposait essentiellement sur l'esclavagisme. Et parmi les 55 pères fondateurs eux-mêmes, on sait, de sources sûres, que 25 d'entre eux étaient des propriétaires d'esclaves. Le débat était à la fois économique, politique et moral. Économiquement, les États du Sud ne voulaient pas abolir l'esclavage. Compter les esclaves dans le recensement, ça allait leur coûter plus cher en impôts. 40% plus cher pour la Virginie. C'est pas rien. Politiquement, c'était pourtant tout leur intérêt de compter au maximum les esclaves dans le recensement, parce que ça allait leur apporter l'assurance d'être majoritaires politiquement à la Chambre des représentants. Toutefois, moralement parlant, il ressort de la lecture de la première version de la Constitution américaine que, qu'ils soient du Nord ou du Sud, qu'ils soient propriétaires d'esclaves ou pas, les pères fondateurs étaient, disons, gênés, honteux même, de la situation. L'esclavage, même quand on le pratique, au fond, on sait que c'est mal. C'est pourquoi, dans la Constitution, le mot esclavage ou esclave n'est jamais écrit. Pas une fois. Pas même dans l'article qui va parler de la traite internationale des esclaves. On a là un joli travail de paraphrase. La Constitution, quand elle veut parler de commerce triangulaire, elle utilise le mot de migration. Voilà, c'est pas des gens qu'on enlève, qu'on achète et qu'on revend, non. C'est une migration. Mais donc, pour le sujet qui nous concerne, les pères fondateurs, ils vont discuter pendant des plombes, et ils vont parvenir au désormais fameux compromis des 3/5. Les esclaves présents sur le sol américain compteront pour 3/5 d'un être humain. Concrètement, pour 5 esclaves, on en compte 3. Remarquez l'art de la paraphrase également dans cet article, puisque la Constitution tourne autour du pot, elle est rédigée par exclusion, à la négative. Le nombre d'élus et le montant des impôts est déterminé en ajoutant au total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminé, mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, 3/5 de toutes les autres personnes. Et toutes les autres personnes, ça veut dire les esclaves. Ce compromis des 3/5 a été négocié entre les pères fondateurs des États du Sud et ceux du Nord, les premiers ayant en tête ce que je vous ai déroulé plus tôt, les impératifs économiques et politiques, et les seconds se sont trouvés à défendre des positions, disons étonnantes pour des abolitionnistes. L'enjeu politique pour les États du Nord, c'était en effet que les esclaves ne soient pas recensés du tout. Pourquoi ? Pour avoir un poids politique plus important à la Chambre des représentants. Alors qu'ils étaient généralement abolitionnistes, voire carrément pour donner la citoyenneté américaine aux esclaves, chez les plus radicaux. Ouais, on est fin 18e siècle, la radicalité en matière de droits humains, ça allait pas super loin. Mais ils défendaient dans le même temps l'exclusion des esclaves du recensement, au motif qu'ils n'étaient pas encore, des citoyens, et donc ils n'avaient pas le droit de vote, et que du coup, ils avaient absolument aucun droit à être représentés politiquement. Vous voyez à quel point compter quelque chose qui peut sembler aussi basique que des gens, la population, c'est affaire de choix tout le temps. Parce que implicitement répondre à la question simple en apparence « combien sommes-nous ?», ça implique de se poser une autre question. Qui sommes-nous ? Et cette autre question en implique une autre. Qui ne sommes-nous pas ? Qui sont les autres ? Les manières de compter en disent beaucoup sur ceux qui sont en charge du compte ainsi que sur les objectifs qu'ils se donnent. En France, pendant plus de 3 siècles, de 1328 à 1666 précisément, on ne dénombrait pas les personnes, on dénombrait les feux, c'est-à-dire les foyers, les familles. C'était ça l'unité du recensement, parce que c'était sur cette base-là qu'on calculait le montant des impôts, et pas sur les individus. D'ailleurs, ça a survécu jusqu'à aujourd'hui avec la notion de foyer fiscal ou de ménage. Pourtant, aujourd'hui, si les recensements se font encore par foyer, par logement, les agents du recensement vont poser des questions sur l'ensemble des individus qui composent le foyer. Parce que les objectifs qu'on a donnés au recensement aujourd'hui sont plus larges que la seule question du calcul des impôts ou la conscription pour l'armée. Aujourd'hui, ça sert à anticiper l'aménagement des villes, les besoins de population en termes de services publics. C'est important, de savoir si les couples ont des enfants en bas âge, par exemple, pour anticiper la construction d'écoles. Le recensement de la population en France, il se fait par foyer, comme je viens de vous le dire. Ça implique par exemple que toutes les personnes qui n'ont pas de foyer, SDF, les gens en errance, mais aussi toutes les personnes qui ne vivent pas en ménage ordinaire, une maison, un appart, ils peuvent pas être pris en compte par construction dans le recensement.
Du coup, l'INSEE, au fil du temps, a dû adapter sa méthode pour pouvoir prendre en compte ces populations, toutes les populations. Pour les SDF, les nomades, on a un recensement tous les 5 ans, au lieu de tous les ans, avec un arpentage sur un laps de temps très très resserré. On a aussi créé une enquête à part, dédiée aux personnes sans abri, mais bon, elle a lieu que tous les 10 ans à peu près. La prochaine édition, ce sera l'année prochaine, et bien entendu, on en parlera. On se base aussi beaucoup sur le travail d'associations ou de fondations, et c'est comme ça qu'on connaît un peu mieux cette population. Dénombrer quelque chose, c'est faire des choix en permanence. Ces choix sont bien entendu techniques, mais ils sont aussi profondément politiques. Ne perdez jamais ça de vue quand on vous présente un chiffre. Et si vous voulez continuer de vous poser des questions sur comment on construit tous ces chiffres qui font notre quotidien, qui font les décisions politiques, et parfois les paniques morales du moment, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ah oui, quand même, je vous ai pas raconté la fin de mon histoire. En 1865, toute cette histoire d'esclaves qui ne valait que 3/5 d'un être humain libre vole en éclats, avec l'abolition de l'esclavage, et l'introduction des 13e et 14e amendements de la Constitution. Les anciens esclaves obtiennent le droit de vote, et donc plus besoin de faire des fractions pour les recenser. Ça aurait été con de pas le dire, ça.